Kit Klarenberg, qui va se joindre à moi pour discuter de la dernière publication des dossiers Epstein. 3 millions de nouveaux fichiers, emails, enregistrements, appels téléphoniques. C'est franchement accablant. C'est l'un des épisodes les plus difficiles à préparer. Je ne sais pas vraiment où cela va nous mener, même si j'ai quelques grandes lignes en tête. Et Kit va d'abord nous rejoindre pour parler des révélations bouleversantes contenues dans ces dossiers. Epstein à propos du lord travailliste Peter Mandelson, qui fut à bien des égards l'architecte du New Labour, le projet néolibéral visant à prendre le contrôle du Parti travailliste, à le pousser vers la droite et à détruire Jeremy Corbyn. Et il semble maintenant que le gouvernement de Keir Starmer soit au bord de l'effondrement à cause de ces nouvelles révélations. Je n'ai pas suivi le Royaume-Uni aussi attentivement que je l'aurais dû, mais les médias britanniques sont entièrement concentrés sur cette affaire, à 100%, d'après ce que j'ai pu voir, au détriment de tout le reste. Le risque imminent de guerre avec l'Iran, les bombardements israéliens renouvelés à Gaza. Kit va donc nous aider à analyser tout cela sous un angle, je pense, particulièrement critique. Bienvenue, Kit Klarenberg, sur la scène de The Grey Zone. Ravi de te voir. Kit nous parle depuis un lieu inconnu et non divulgué, quelque part sur le territoire de l'OTAN. En effet. Merci de m'avoir invité, Max. Oui, merci d'être avec nous. Alors, voyons, Peter Mandelson. Il va falloir que tu expliques à tout le monde qui il est. Un bulletin vient d'être envoyé à la presse britannique, à l'IPSO, au nom de Peter Mandelson. J'imagine que c'était une sorte d'avis confidentiel qui vient d'être rendu public. Les représentants de Peter Mandelson déclarent qu'ils ne souhaitent pas s'adresser aux médias. Ils demandent à la presse de ne pas prendre de photos, ni de filmer, et de ne pas l'approcher ni le contacter par email, téléphone ou en personne. Aucune demande de commentaire. Il ne fera aucun commentaire. Alors dis-nous, résume-nous ce scandale et explique-nous pourquoi Peter Mandelson est une figure aussi importante. C'est quelqu'un qui, par le passé, n'a pas vraiment hésité à s'exprimer, qui a déjà été au centre de nombreux scandales, mais celui-ci pourrait bien être le coup de grâce. Alors, que se passe-t-il et qui est-il? Oui, bien sûr. Donc je veux dire pour commencer, je trouve que c'est assez sensationnel pour un scandale. Et j'ai été plutôt agréablement surpris par l'attention que les médias britanniques y consacrent. Bien sûr, il y a beaucoup de bêtises sur le fait qu'Epstein aurait été un agent russe, ce qui est complètement absurde. Mais le fait est que, oui, les médias s'en prennent assez violemment à Andrew Mountbatten-Windsor, l'ancien membre de la famille royale, et à Peter Mandelson. Je soupçonne fortement qu'ils servent de boucs émissaires, qu'ils ont déjà été, en quelque sorte, sacrifiés. Mais enfin, Mandelson est particulièrement intéressant. Pour les téléspectateurs et auditeurs assez chanceux pour ne pas connaître ce personnage épouvantable, c'est un peu comme une saleté indéboulonnable de la politique britannique. Il a gravité autour des plus hauts niveaux du Parti travailliste et s'est livré à des manœuvres de sabotage de la gauche depuis le milieu des années 1980, de manière plus ou moins intermittente. Il a été un proche confident et assistant de Tony Blair, ainsi qu'un ministre dans le gouvernement de Blair. Il a dû démissionner 2 fois à la suite d'allégations de corruption. Il est revenu sous Gordon Brown après être entré à la Chambre des Lords en tant que père à vie. C'est cette période, de 2008 jusqu'à la défaite du Parti travailliste aux élections générales de 2010, qui a suscité le plus de controverses concernant sa relation avec Epstein. Parce que, premièrement, bien sûr, Epstein a été condamné en 2008 pour trafic sexuel de mineurs. Et Mandelson a toujours affirmé, lorsque leur lien a été révélé en 2019, qu'il n'avait eu aucun contact avec Epstein après son arrestation, ce qui était un mensonge éhonté.
Or, les contacts qu'il entretenait avec Epstein, en plus de ce genre d'échanges particulièrement pervers, comprenant des remarques obscènes sur la jeune fille d'Andrew, Eugénie, ce qui est profondément dérangeant, ont au cœur du scandale le fait que Mandelson transmettait à Jeffrey Epstein des informations sensibles, notamment des communications gouvernementales totalement secrètes, privées et classifiées. Cela incluait un avertissement préalable indiquant que le gouvernement britannique allait nationaliser les banques à la suite de la crise financière. Une information dont Epstein aurait pu tirer profit ou dont il aurait pu faire bénéficier des personnes de son entourage. Il a transmis des informations selon lesquelles un plan de sauvetage allait être accordé à la Grèce bien avant son annonce officielle. Il s'est même vanté d'avoir personnellement poussé Gordon Brown à démissionner, à se retirer après les élections générales de 2010. Et oui, c'est totalement illégal. C'est une violation de l'Official Secrets Act, du code ministériel et des règles de conduite attendues dans la fonction publique. Ce n'est pas censé se faire. Cela n'arrive généralement pas, surtout lorsqu'il s'agit d'envoyer ce type d'informations à un citoyen privé comme Epstein, sans même parler de son passé criminel et, en effet, de sa situation actuelle. Je veux dire, il a continué sans la moindre gêne après son arrestation, son procès et sa peine de prison, qui en réalité n'en était pas vraiment une. Donc il n'y a eu aucun effet dissuasif. Maintenant, oui, Mandelson est dans une situation très grave. Mais, comme tu l'as mentionné, par extension, Keir Starmer l'est aussi, car Starmer a nommé Mandelson ambassadeur britannique aux États-Unis en février 2025. Vers la fin de l'année 2025, une série de révélations a montré que Mandelson avait menti sur sa relation avec Epstein. Et maintenant, il y a eu cette fuite de 3 millions d'emails dans lesquels Mandelson apparaît de manière assez marquée. Il est clair qu'Epstein a prêté ou offert d'importantes sommes d'argent à Mandelson et à son partenaire. Oui, comme je le dis, Mandelson transmettait à Epstein des informations privées très sensibles en secret. Il est presque inconcevable que les services britanniques de sécurité et de renseignement n'aient pas été au courant lorsque Mandelson a été nommé à ce poste. Cela a déjà provoqué beaucoup de controverses, et ce, uniquement sur la base des informations publiques concernant son lien avec Epstein. Donc je veux dire, c'est assez grave, et cela reflète extrêmement mal sur Keir Starmer, car il y a eu de nombreuses tentatives pour redorer son image. Et l'un des messages de propagande centraux à son sujet est qu'il est très raisonnable et sage, et aussi un type bien. Et je pense qu'il a largement démontré qu'il est un véritable salaud, complet et absolu. Mais pour compliquer encore les choses, et c'est un aspect qui n'a pas vraiment attiré l'attention des médias, il faut savoir que Morgan McSweeney, qui était en quelque sorte une figure à la Rasputin pour Keir Starmer, et qui a participé à toutes ces opérations visant à neutraliser la gauche au sein du Parti travailliste, que ce soit en interdisant définitivement à certaines personnes d'en être membres sous de faux prétextes d'antisémitisme, a créé un site web appelé Stop Funding Fake News, spécifiquement pour faire tomber The Canary, un site pro-Corbyn et de gauche qui gagnait énormément en popularité. Stop Funding Fake News a pratiquement anéanti leur modèle économique, et ils ont dû réduire considérablement leur taille. C'était donc une forme essentielle de soutien à Jeremy Corbyn, qui vient d'être anéanti à la suite des manigances secrètes de McSweeney. Mais Morgan McSweeney lui-même est un fidèle acolyte de Mandelson. Il a été formé aux sombres et sales arts de la politique par Mandelson, qui dans les années 1990 était largement connu sous le nom de Prince des Ténèbres. À vous d'en tirer vos propres conclusions sur les raisons de ce surnom. Et oui, Morgan McSweeney reste une figure très puissante et influente de la politique britannique. Fait intéressant, la réaction initiale de Starmer à ces révélations concernant Mandelson
a été de dire « Eh bien, j'envisage de licencier Morgan McSweeney en raison du lien étroit entre McSweeney et Mandelson. » Je pourrais ajouter aussi qu'une grande partie du cabinet travailliste est elle-même composée d'adeptes de Mandelson. Et puis, il y a ce très étrange secrétaire à la santé au visage caoutchouteux, Wes Streeting, qu'on a vu sourire à pleines dents sur le terrain pendant la campagne des élections générales britanniques de 2024. Ainsi, un grand nombre de figures importantes du Parti travailliste doivent adopter ces airs faussement outrés et dire « Oh, eh bien, qu'il aille au diable. Je lui faisais confiance et il a menti. » Je veux dire, la personne moyenne dans la rue aurait pu leur dire qu'il était jusqu'au cou dans l'affaire Epstein. Certaines des photos de Mandelson apparues dans le dossier, évidemment très caviardées, le montrent en train de recevoir des massages des pieds. Il le montre se promenant simplement vêtu d'une chemise et d'un sous-vêtement, ce qui est extrêmement glauque. Ce n'est clairement pas le genre de tenue qu'une personne normale choisirait, encore moins celle dans laquelle elle accepterait d'être photographiée. Et il y a là-dedans une multitude de bizarreries, en plus des éléments à connotation sexuelle, où Mandelson manifeste visiblement une sorte de nostalgie pour la compagnie d'Epstein et lui envoyait des emails en disant des choses comme « Tu ne penses plus à moi, tu me manques » et ainsi de suite. C'est vraiment, vraiment étrange. Je trouve un peu agaçant. Ouais. Oh oui. Eh bien, pas tout à fait aussi agaçant qu'Elon Musk, qui a essayé de s'inviter aux fêtes les plus débridées sur l'île d'Epstein. Ensuite, Epstein a dû demander à Ghislaine Maxwell de le faire partir, au point que Maxwell disait « On pense qu'il essaie de vendre l'île ». Mais oui, je veux dire, je pense qu'Epstein n'avait probablement pas beaucoup de patience avec les gens. Il était submergé chaque jour, semble-t-il, et son aventurier venant de grands et de puissants, ou plutôt de personnes de fonctionnalisant, l'armée, le renseignement. Maintenant, Il est possible que l'email d'Elon Musk ne soit pas authentique, donc je veux simplement être très clair à ce sujet. Les emails de Mandelson sont pathétiques. Je pense qu'à un certain moment, ils sont vraiment, vraiment glauques. Nous prions pour un Parlement sans majorité, ou à défaut, pour un jeune homme bien bâti. Qu'en penses-tu? Eh bien, ça fait référence à la période des élections générales de 2010, et il était largement prévu que le Parti travailliste allait perdre. Donc je ne sais pas, c'était peut-être une sorte d'humour noir parce que Mandelson savait qu'il allait être évincé. Mais, enfin, leur lien est franchement inquiétant. Mandelson donne l'impression d'être une présence visqueuse, lubrique et sinistre, planant autour comme un spectre au banquet. Je veux dire, il y a ici un point plus large à soulever, et il est assez sérieux. On retrouve une sorte de fil conducteur dans beaucoup des courriels publiés d'Epstein. Lui et ses associés semblent chercher à tirer profit de la misère et de la destruction à l'étranger. Par exemple, il y a un courriel d'un Rothschild datant de mars 2014, juste au moment du coup de Maïdan, où ce Rothschild dit qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Et en 2011, juste avant les rebelles, un associé lui a envoyé un message pour dire « Je travaille avec des vétérans du MI6 et du Mossad pour dépouiller la Libye de ses actifs. » Voici l'email dont tu parlais. Il provient d'Ariane de Rothschild à Jeffrey Epstein. Epstein répond « C'est après le coup d'État du Maïdan. Les bouleversements en Ukraine devraient offrir de nombreuses opportunités. Beaucoup. » Eh bien, la famille Biden a certainement compris le message. Sous Biden, c'était comme faire fonctionner un réseau parallèle de type Epstein à travers l'Ukraine. C'est essentiellement ce que je pense être la véritable valeur de ces emails. Ils montrent comment les affaires se font. Par exemple, un pays riche en minerais, riche en gaz, pauvre, appauvri,
qui venait de passer sous le contrôle de facto de l'OTAN et de l'Ukraine, comme l'Ukraine. Voilà comment cela se fait, à travers ces réseaux de pouvoir. Revenons à l'histoire. Vas-y. Oui, enfin non. Je veux dire oui, il est assez clair que l'un des principaux centres d'intérêt d'Epstein était, tu sais, de savoir quels événements se déroulaient dans le monde. Comment il pouvait en tirer profit, comment ses amis pouvaient en tirer profit. Et j'ajouterais aussi qu'il existe certains échanges avec Peter Thiel, où Epstein explique que le chaos est une stratégie délibérée des États-Unis et que cela crée des opportunités pour eux, parce que, tu sais, si la moitié du monde est en feu d'une manière ou d'une autre, on peut, dans l'esprit du capitalisme du désastre, en tirer un maximum, directement ou non. Mais oui, je veux dire, Mandelson est clairement, tu sais, un informateur. À qui Epstein transmettait ces informations n'est pas nécessairement clair. Mais tu sais, nous avons rapporté dans The Grey Zone qu'il avait effectivement des contacts avec plusieurs services de renseignement étrangers, y compris le Mossad, et qu'il leur transmettait régulièrement des informations. Donc je veux dire, c'est très substantiel. Et je pourrais ajouter qu'il y a désormais une enquête officielle sur les méfaits de Mandelson. Au départ, Keir Starmer a tenté de biaiser les choses pour que le comité du renseignement et de la sécurité du Parlement limite la publication des documents. Cette proposition a été rejetée au vote, non sans controverse. Il semble donc qu'il y aura une divulgation importante. Elle ne sera probablement pas complète, et il est probable qu'il y aura une certaine forme de dissimulation. Mais enfin, c'est assez grave, et personne ne vient à la rescousse. D'où sa lettre de supplication plutôt pitoyable disant « Oh, laissez-moi tranquille ». Tu sais, je veux dire, il essayait d'invoquer des pouvoirs relevant du code de la presse, qui sont généralement accordés aux familles endeuillées des victimes de meurtre. Bien sûr, Mandelson n'est pas du tout une victime, c'est le coupable. Mais oui, je veux dire, cela pourrait bien entraîner la chute de Keir Starmer. Il est déjà le Premier ministre le plus impopulaire de l'histoire britannique. Starmer a prononcé ce discours très étrange où il semblait au bord des larmes, affirmant, enfin il a repris la ligne habituelle, « Mandelson m'a menti, c'était une erreur de jugement de ma part, j'aurais préféré ne jamais le rencontrer. » Blabla. Je veux dire, ça ne va pas passer. Je pense, oui, surtout maintenant. C'est intéressant. Il savait, je suppose. Enfin, tu sais, tout le monde savait à propos de Trump. C'est-à-dire que... Mais il savait que Mandelson était profondément impliqué avec Jeffrey Epstein depuis le début. Rien de tout cela n'était surprenant. Et pour autant que nous sachions, il savait qu'Epstein avait reçu de Mandelson des informations préalables sur l'effondrement du gouvernement de Gordon Brown. Je veux dire, ce ne serait pas surprenant. Regardons cet échange. Pendant la séance de questions, voici la chef des Tories, Kemi Badenoch, en train de démolir Keir Starmer. Et il tremble un peu, il bégait. C'est Keir le bègue. Il le savait. Je l'ai interrogé à cette tribune. Il a exprimé toute sa confiance en Mandelson à cette tribune, non pas une fois mais deux. Il ne l'a renvoyé qu'après avoir subi des pressions de notre part. Je demande au Premier ministre quelque chose de très précis, pas sur les généralités ni sur l'ensemble de la question. Le Premier ministre peut-il nous dire le contrôle de sécurité officiel qu'il a mentionné de relation continue de Mandelson avec le pédophile Jeffrey Epstein? Premier ministre. Oui, c'est le cas. En conséquence, diverses questions lui ont été posées. J'ai l'intention de révéler à cette Assemblée l'ensemble des questions de sécurité nationale et les préjudices aux relations internationales d'un côté. Je veux m'assurer que cette Assemblée ait accès à l'intégralité de la documentation afin qu'elle puisse constater par elle-même à quel point, à maintes reprises, Mandelson a complètement déformé la nature de sa relation avec Epstein
et a menti tout au long du processus, y compris en réponse à la vérification préalable. Monsieur le Président, je trouve choquant ce que le Premier ministre vient de dire. Comment peut-il se lever ici et affirmer qu'il savait, mais qu'il s'est simplement contenté de demander à Peter Mandelson si la vérification de sécurité était vraie ou fausse? C'est un homme qui avait déjà été renvoyé du cabinet à 2 reprises pour comportement contraire à l'éthique. C'est absolument scandaleux. Et c'est pourquoi, plus tard aujourd'hui, mon parti demandera au gouvernement de publier tous les documents relatifs à la nomination de Mandelson, pas seulement ceux que le Premier ministre veut bien nous montrer. Parce que ce gouvernement essaie de saboter cette publication avec un amendement qui lui permet de choisir ce que nous voyons, l'homme même qui a nommé Mandelson au départ. Les députés travaillistes doivent maintenant décider s'ils veulent être complices de sa dissimulation. Le Premier ministre peut-il garantir qu'il ne retirera pas le whip s'il refuse de voter pour son amendement de blanchiment? Premier ministre. Monsieur le Président, la première exemption concerne tout ce qui pourrait compromettre la sécurité nationale. Ce n'est pas une question mineure et de nombreux membres sur les bancs. Donc, il invoque la sécurité nationale comme raison pour ne pas révéler toute la vérité sur la relation de Mandelson avec Epstein. C'est bien ça? Oui, et je pourrais ajouter qu'il a développé ce point lorsqu'il a dit que Starmer affirmait qu'une divulgation complète pourrait menacer nos relations avec notre allié le plus proche, ce qui était un code pour les États-Unis, et un troisième pays, qui signifiait vraisemblablement Israël. Je veux dire, est-ce un signe? Je n'en sais rien. Mais les médias adoptent désormais la position selon laquelle l'administration Trump pourrait être offensée en cas de divulgation complète et que c'est une autre raison de ne pas publier les dossiers. Il semble vraiment que le ISC avance à plein régime sur cette affaire. Je pourrais aussi ajouter que le ISC est censé examiner le travail du MI5, du MI6 et du GCHQ. Ces membres se plaignent depuis longtemps que les agences ne leur disent rien et qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. L'été dernier, le chef de l'ISC a fait une série de déclarations extrêmement virulentes, affirmant que leur financement avait été complètement réduit, au point qu'ils ne pouvaient plus vraiment faire leur travail, tandis que des milliards étaient dépensés pour des opérations d'espionnage à l'intérieur et à l'étranger, dont l'ISC n'avait aucune connaissance. Starmer avait promis de leur accorder une injection de fonds, mais ne l'a finalement pas fait. Donc, je pense vraiment qu'ils cherchent en partie à se venger, et cela pourrait être très, très accablant. Mais comme je le dis, je pense qu'il s'agit encore, dans une certaine mesure, d'une opération de divulgation limitée. Même si c'est un progrès par rapport à un porte-parole du DOJ affirmant que personne ne sera poursuivi à la suite des dossiers, tout en reconnaissant qu'ils contiennent des images de mort et de viol. Et il dispose de ces informations depuis Dieu sait combien de temps sans rien en faire.